Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce matin pour Monrovia, capitale libérienne. Le chef de l'État va prendre part au 22e sommet de l'Union du fleuve Mano. L'ONG Save the Children vient d'achever sa campagne contre la malnutrition à Guiglo. Les résultats sont positifs. Le taux de malnutrition a baissé, passant de 8 à 2%. Et puis la Côte d'Ivoire célèbre demain, mercredi 1er mai, la fête du travail. Nous parlerons de l'historique de cette fête dans cette édition. Bonjour à tous, merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce matin pour Monrovia, capitale libérienne. Le chef de l'État va prendre part au 22e sommet de l'Union du fleuve Mano. Sachez que les travaux préparatoires de cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement de l'Union ont démarré hier. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi-Dibi, qui participait à cette rencontre, a indiqué à ses pairs que l'Union fait face à de nombreux défis, notamment sur les plans sécuritaires et économiques, des défis que devrait relever l'Union pour le bien-être des populations de cet espace. Il est en fin de mission en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite est allé faire ses adieux hier au président de la République, Alassane Ouattara, et quitte la Côte d'Ivoire après 5 ans d'exercice. Le reportage est signé Jérôme Kofi Abolin. En fin de mission, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire a rencontré ce lundi 29 avril 2013 le président de la République, Alassane Ouattara, pour l'en informer et lui dire au revoir. Une occasion pour lui d'évoquer avec le chef de l'État ivoirien les bons rapports et tout ce qui compte pour le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Côte d'Ivoire. Je remercie M. le Président pour toutes les facilités qui m'ont été accordées au cours de mon séjour et au cours de ma mission. Et ces facilités m'ont aidé énormément pour réaliser ma mission. J'ai évoqué également les dossiers d'intérêt commun entre l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire éventuellement. Son Excellence, M. Jamal Bakor Balkoyor, tout en remerciant le président Alassane Ouattara pour l'hospitalité exemplaire dont il a fait l'objet pendant 5 ans, le temps de son séjour en Côte d'Ivoire, a souhaité plein succès au président ivoirien dans ses efforts de reconstruction et de réconciliation nationale. Le conclave a duré plusieurs heures. Hier, dans la capitale politique Yamoussoukro, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec ses homologues burkinabés, médiateurs dans la crise au Mali, et togolais, président en exercice de l'UEMOA. Au menu, les questions régionales et sous-régionales, notamment la crise au Mali. On fait le point avec Kwadi Kwame, Jean de Dieu. C'est à 11h précises que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est arrivé à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. 15 minutes après, l'avion ayant à son bord le président togolais, son Excellence Faure Gnassingbé, s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport de la capitale politique de Côte d'Ivoire. Arrivé un jour avant son homologue togolais, les échanges entre le président burkinabé et le président Alassane ont porté sur les questions bilatérales et la mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération signé entre les deux pays le 29 juillet 2008. Avec le président togolais, président en exercice de l'UEMOA, il s'est agi des préoccupations régionales et sous-régionales. Les présidents ivoiriens et togolais ont eu leur premier entretien au salon d'honneur de l'aéroport avant de mettre le cap sur la villa des hôtes. Les hôtes du président ivoirien ont quitté Yamoussoukro sous le coup de 17 heures. Le président Alassane Ouattara a aussitôt regagné Abidjan. Et je vous livre maintenant ce télégramme officiel du président de la République, Alassane Ouattara, adressé à son homologue togolais, et c'est à l'occasion donc de la célébration de la fête nationale du Togo. Il est ainsi libellé à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays. Il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette journée de commémoration et de réjouissance nationale, je forme des vœux choisis de parfaite santé et de bonheur pour votre excellence, ainsi que ceux de paix, de progrès et de concorde pour le peuple frère du Togo. Demain 1er mai, le président de la République, Alassane Ouattara, entame sa visite d'État dans le Tonkpi, et c'est sa deuxième visite dans l'Ouest depuis son accession au pouvoir. L'un des faits majeurs de cette visite du chef de l'État est la tenue d'un conseil des ministres sur place à Mans,
C'est une première, nous explique Teresa Piyoboye. Un conseil des ministres à main. C'est une décision que le président de la République a prise. Ce conseil, le premier du genre dans la capitale du Tongpi, a lieu à l'occasion de la deuxième visite du chef de l'État dans cette région. En effectuant cette seconde visite dans la région de Man, le président Alassane Ouattara veut accorder une chance à des localités qu'il n'a pu visiter lors de sa récente rencontre avec les populations de cette région. Une région qui subit des attaques répétées malgré la fin de la crise post-électorale. Le président Alassane Ouattara veut également démontrer sa détermination pour le respect de la parole donnée. Comme il avait annoncé lors de sa première visite dans le Tongpi, aucune région ne sera laissée pour compte dans sa politique de développement de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui explique sa visite à Biankouma, Zouaounié, Danané. Là encore, on débattra de grands chantiers de développement pour le bonheur des populations, mais aussi de réconciliation et de cohésion sociale. Une visite qui permettra au président de la République et aux membres du gouvernement de toucher du doigt les réalités du terrain. Il faut noter que dans le cadre du programme présidentiel d'urgence dans cette région, ce sont plusieurs millions de francs qui ont été décaissés en direction des populations, notamment pour la réalisation et la réhabilitation de plusieurs infrastructures, le bitumage des rues et la prochaine construction d'une université à Man. Pour la réussite de cette visite du chef de l'État dans le Tongpi, les populations restent mobilisées afin de lui réserver un accueil chaleureux et un bon séjour du 1er au 4 mai prochain. Et justement, pour que ces populations restent mobilisées, c'est parce qu'il y a un comité d'organisation qui est à pied d'œuvre dans les différentes localités qui seront visitées par le président de la République, Alassane Ouattara, à partir de demain. Et chaque localité veut gagner le pari de la mobilisation. Je vous conduis à Biankouma pour voir déjà l'ambiance qui prévaut avec Alvarassa. C'est sur ce site, en face de la préfecture de Biankouma, qu'aura lieu la rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et les populations de cette localité. Des populations qui, selon le nouveau maire Jean-Jacques Maniga, vont battre le record de la mobilisation dans la région du Tongpi parce que, pour elle, le chef de l'État est un fils adoptif de Biankouma. Le docteur Alassane Draman Ouattara, fils du village, dès que nous avons eu l'annonce de sa visite officiellement, nous nous sommes précipités pour donc informer tous les parents à dégager cette journée-là pour qu'un accueil très chaleureux et digne du chef de l'État soit donc réservé. En plus des travaux, des réunions se tiennent régulièrement sous la conduite du préfet Ndringuessan. Plusieurs commissions sont mises en place. Mobilisation, animation, transport, santé, accueil, restauration. Rien n'est négligé. Tout cela parce que Biankouma, première localité à visiter par le président de la République Alassane Ouattara lors de cette visite d'État, veut donner le ton de la réussite. Et les populations de l'Ouest reçoivent déjà des dons avant l'arrivée du président de la République. C'est la première dame de Côte d'Ivoire qui a fait ces dons. Ces dons sont nombreux et ces dons ont été faits aux femmes des départements de Danané et Zouaouen. Sur place pour vous, Mamadou Kouassi. Des pas de danse de réjouissance en pays d'An. Les femmes de différentes appartenances religieuses, politiques et ethniques de Danané et de Zouaouen expriment leur gratitude à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Pour la deuxième fois en un an, elle bénéficie de matériel agricole afin de renforcer les acquis des coopératives féminines qui, grâce aux premiers dons, ont produit des centaines de tonnes de riz et de manioc, ainsi que des milliers de tonnes de produits vivriers. Les centres de santé et les écoles n'ont pas été oubliés par la bienfaitrice. Ces structures reçoivent du matériel de bureau, des tables d'accouchement, des lits d'hospitalisation, des kits d'incitation à la consultation prénatale, du matériel didactique et des vivres pour les cantines scolaires. Les jeunes filles et les nouvelles mamans ont aussi bénéficié du geste de la première dame Dominique Ouattara. Elles ont reçu des machines à coudre et des couffins pour les bébés. Le groupe présidentiel qui sait que l'Ouest, cette grande partie du territoire ivoirien a payé un lourd tribut à la guerre. Cette région mérite d'être réhabilitée de manière intégrale et harmonieuse.
pourquoi aucun effort n'est de trop pour que cette région soit encore belle et qu'il y fasse bon vivre. C'est pourquoi la première dame n'arrête pas de chercher les solutions, de chercher les voies et moyens pour vous soulager, pour vous aider à vous impliquer dans le développement socio-économique de votre département. Les femmes, au nom de leur porte-parole, ont exprimé leur gratitude à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Grâce à ces dons, les femmes de Danané et de Zouaounié promettent leur indépendance économique et surtout l'autosuffisance alimentaire dans la région du Tonkpi. Le ministre d'État, ministre du Plan du Développement, Albert Mabrouk-Touakus, par ailleurs fils de la région, exhorte les populations à gagner le pari de la mobilisation pour la prochaine visite du chef de l'État dans le Tonkpi. Tous les départements de la région du Tonkpi ont déjà bénéficié de la générosité de la première dame de Côte d'Ivoire. En quelques jours, ce sont des dons d'une valeur de 200 millions de francs CFA qui ont été distribués aux populations de la région afin de les soulager et surtout pour contribuer à leur prise en charge socio-économique. Que sont devenues les cascades de Mans, ce site qui attirait les touristes du monde entier? Les cascades de Mans, fierté de l'Ouest montagneux, patrimoine touristique de la Côte d'Ivoire, sont aujourd'hui dans quel état? Pour la réponse, je vous invite à y faire un tour en compagnie de Michel Diré. Une partie de baignade de gamins au pied des cascades de Mans en eau trouble. Ces cris de joie traduisent l'insouciance de ces mômes venus de Diokoué. Mais pour les organisateurs de cette visite touristique et pour certains adultes, la menace de risque de maladie est bien réelle. L'eau est un peu sale là, donc moi ça ne me donne pas le courage de me laver. C'est malgré nous que ces enfants se plongent dans ce dos. Et j'ai la peur au ventre que nous pensons dépenser au niveau médicalement pour pouvoir les soigner, parce que c'est très sale. Du côté des professionnels de la santé, l'on informel, les populations courent des risques en se baignant dans cette eau. Les maladies sont ce qu'on appelle les maladies des eaux, notamment les maladies transmissibles par l'eau. Vous avez le choléra, vous avez une infection digestive que vous pouvez attraper là, et une infection parasitaire aussi que vous pouvez attraper dans cette eau. Les cascades de Mans ne font plus rêver, tout comme la piste qui mène au site. Ce ne sont pas les usagers qui empruntent cette voie qui diront le contraire. Pour avoir accès aux cascades, les visiteurs doivent payer chacun 200 francs CFA, une somme qui servirait à alimenter une caisse d'épargne. C'est le village qui nous a envoyé ici. Quand l'argent sera beaucoup, on va essayer d'entretenir la cascade. Anarque ou bonne volonté, dans tous les cas, en attendant de récolter les fonds escomptés, le site se meurt. Voici ce qui reste du pont de Liane. On nous disait que c'était liane, mais on dit que les lianes sont coupées maintenant, donc c'est la trace. À cause de la trace, donc ils ont mis les cordes maintenant pour qu'on puisse voir la trace de la liane. L'on prend tout de même le soin d'immortaliser la scène avant que le pont de corde ne disparaisse un jour. Les nouvelles autorités municipales, elles, n'entendent pas laisser le site se dégrader davantage. Un peu plus loin d'ici, les paysans ont commencé à faire des champs qui empêchent évidemment l'eau de couler correctement pour arriver jusqu'à la cascade. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller vers ces populations et essayer de leur dire qu'ils ne sont pas au bon endroit. Nous allons refaire aussi le pont de Liane ici, sur ce même site. Les cascades de Mans, un don de la nature à la région du Tonkpi, mais un héritage qui risque d'être cédé en lambeaux aux futures générations si celle d'aujourd'hui ne fait rien pour restaurer le site. L'ONG Save the Children vient d'achever sa campagne contre la malnutrition à Guiglo et les résultats sont positifs. Le taux de malnutrition a baissé, passant de 8 à 2%, nous dit Teresta Peyoboué. Augmentation des cas de malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans. Un des effets de la crise post-électorale dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire, notamment à Guiglo. Face à cette situation, les ONG internationales, Save the Children et Hélène Keller, ont initié le projet Intervention pour la survie du couple mère-enfant. Il s'agissait d'aider à la réduction du taux de la malnutrition dans 40 communautés du district sanitaire de Guiglo. Vraiment, je remercie Save the Children parce que j'ai mis leurs conseils en pratique. Aujourd'hui, ma fille se porte bien, elle est en bonne santé, elle ne fait pas de diarrhée. Si elle commence à manger la nourriture, elle doit faire
pour donner à l'enfant, ils m'ont dit tout. Là, j'ai suivi leurs conseils et j'ai fait aussi. Ma fille, aujourd'hui, elle ne tombe pas malade. 11 mois après, c'est chose faite. Selon Thierry Dely, responsable zone nord et ouest de l'ONG Save the Children. De 8%, la malnutrition concerne désormais 2 enfants sur 100. Un exploit salué par Dr Guédé Abel, directeur régional de la santé et de la lutte contre le sida dans le Cavalier. Cette réduction du taux de la malnutrition, faut-il le rappeler, est le résultat d'un processus en 3 étapes. Entre autres, l'appui financier aux organisations à base communautaire pour la création d'activités génératrices de revenus à l'effet de promouvoir les actions essentielles en nutrition. Le tout financé par le gouvernement suédois. Tominou, c'est le nom d'une ONG qui a décidé de s'engager dans le processus de réconciliation. Cette ONG vient de lancer ses activités. Le témoignage est de Chantal Akanda. Tominou est une expression baoulée qui signifie « viens dans mes bras ». L'ONG Tominou, créée en mai 2012, a décidé d'œuvrer à la réconciliation nationale, de favoriser la cohésion sociale et de créer un climat de fraternité, d'entraide et de solidarité. Tominou a marqué sa sortie officielle autour d'un repas de réconciliation. En Afrique, on ne partage pas le repas avec quelqu'un par comédie. Manger ensemble est un grand signe de pardon, de réconciliation, de paix. Au sortir d'ici, considérons-nous à l'image de Jésus et de ses apôtres qui ont communié ensemble comme des disciples de la réconciliation, de la paix par le pardon, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos services. Agissons en artisans de paix, de réconciliation. Ces retrouvailles ont permis de rassembler les fils de Yamoussoukro, issus de divers partis politiques, ainsi que les chefs religieux et traditionnels et la communauté de la CEDEAO vivant à Yamoussoukro. Autre fait marquant de cette cérémonie, le bal. Ivoiriens de tous bords et leurs frères de la CEDEAO ont fumé le calumet de la paix en dansant. On va parler maintenant d'immobilier. En Côte d'Ivoire, 6% des crédits consentis sont destinés au logement, un chiffre qui montre bien les difficultés d'accès au crédit immobilier. Mais quelles sont les raisons? Réponse, Fatou Fofana. Le prêt immobilier ici n'existant pas, le gars il prend un prêt pour pouvoir construire sa maison. Et le délai entre lui et sa banque pour pouvoir éponger sa dette, il calcule. Si c'est dit, bon, si c'est sur 5 ans, il va calculer sur 5 ans. Donc, ça fait que déjà, pour un appart qui va coûter 150 000, vous allez voir, par exemple, il va vous faire à 300, 450 000. Ils sont nombreux, les Ivoiriens, confrontés à ce type de difficultés pour accéder au crédit immobilier. Certains ont même baissé les bras. Les banques et établissements financiers ont donc décidé de trouver une solution définitive au problème. Ils ont planché sur la question et après avoir diagnostiqué l'origine du mal, des résolutions ont été prises et des recommandations faites à l'endroit des différents acteurs du secteur immobilier, notamment l'État de Côte d'Ivoire. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire rassure les populations. Elle se tient prête à appuyer les efforts du gouvernement pour faciliter l'accès au logement, principalement pour la grande opération de logements sociaux en cours dans le pays. Le gouvernement a déjà lancé le processus concernant les logements sociaux. Nous encourageons les populations à adhérer à ce projet. Et deuxièmement, on leur dit que les banques sont derrière pour pouvoir leur mettre en place les financements adéquats afin qu'elles puissent avoir des logements sur des périodes plus longues. Le document de 120 pages a été remis au ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo. Il félicite d'ailleurs l'initiative et assure que ces recommandations seront prises en compte et vont accélérer le lancement des chantiers de construction des logements sociaux prévus pour d'ici à 2015. L'Afrique-TAC de l'Ouest est le centre d'assistance technique du Fonds monétaire international qui soutient les 8 pays de l'UEMOA, un soutien qui se manifeste par le renforcement des capacités de leurs administrations financières. Le comité d'orientation de cette institution vient de faire son bilan. Le reportage est de Jean-Jacques Ouamiala.
Ouvrant les travaux du comité d'orientation, le représentant du ministre en charge de l'économie et des finances a souligné l'importance du centre d'assistance technique pour l'Afrique de l'Ouest dans la mise en œuvre du programme de réforme des administrations financières ivoiriennes, notamment l'application du système d'analyse des risques en douane, le renforcement des capacités du ministère de l'économie et des finances à mener des études de viabilité de la dette et à formuler des stratégies d'endettement à moyen terme. En ce qui concerne les États membres, Afrique de l'Ouest a créé une direction des moyennes entreprises pilote au Sénégal à l'élaboration d'un outil de prévision de la masse salariale au Bénin, à la production de comptes nationaux en Mauritanie et bien d'autres stratégies pour contenir les dettes contractées par les États membres. Fort de ces performances, le comité d'orientation a approuvé le programme de travail pour l'exercice financier 2014. Cependant, des défis restent à relever par les politiques des différents pays. Il est important d'avoir une gouvernance qui veut, il y a un engagement des autorités politiques pour mener à bien ces réformes-là. Pas d'engagement des autorités politiques, il devient difficile sur le terrain de mettre en place des réformes qui ne sont pas appuyées par le gouvernement et les autorités politiques. Créé en 2013, le Centre d'assistance technique pour l'Afrique de l'Ouest regroupe les 8 pays membres de l'UEMOA, la Guinée et la Mauritanie. Il a pour rôle, à travers le renforcement des capacités, d'assister les pays membres dans la mise en œuvre des politiques de stabilité financière et de promotion de la croissance. Les acteurs de la justice ivoirienne planchent sur les tests de l'acte uniforme de l'OHADA. Les nouveaux tests de l'organisation ont été révisés en décembre 2010. Les acteurs veulent maintenant s'informer sur les nouvelles procédures d'octroi de crédit et de remboursement. Francis Boifo, reportage. Une sûreté est l'affectation au bénéfice d'un créancier, d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine afin de garantir l'exécution d'une obligation ou d'un ensemble d'obligations, quelle que soit la nature juridique et la nature du montant qui lui est affecté, montant fixe ou fluctuant. L'acte uniforme portant organisation des sûretés a été révisé en 2010 par les pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Et pour cause, l'application de certains tests posait problème. Voici un exemple. Le débiteur devait écrire en lettres et en chiffres, conditions de validité. On a vu que cette procédure qui est de nature à être un frein au crédit, parce que dans la zone UEMOA, il y a eu beaucoup de problèmes dans certains pays. Avec l'acte uniforme révisé portant organisation des sûretés, l'on note une amélioration des procédures. Désormais, le cautionnement est valable, mais c'est une condition de preuve, donc pour faciliter le crédit. Autrefois, on ne pouvait faire des hypothèques que sur des biens existants. Et donc, il y avait un vide juridique en ce qui concerne les biens futurs. Je n'ai pas un immeuble aujourd'hui, mais il est sûr que demain, j'aurai un immeuble. Ce n'est pas hypothétique, mais c'est vraiment dans le futur, je vais avoir un immeuble. Donc, je donne l'immeuble que j'aurai demain en garantie de ma créance et on le prend. Entre autres dispositions nouvelles, l'instauration d'un agent de sûreté permettant aux banquiers et investisseurs d'assurer le suivi et la gestion complète des crédits. La propriété d'un bien mobilier pourra désormais être cédée à titre de garantie. C'est pour informer les acteurs de l'appareil judiciaire ivoirien sur les nouveaux tests relatifs à la sûreté que se tient le séminaire d'Abidjan. Il s'achève ce mardi. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Libertés publiques et des Droits de l'Homme, a fait le bilan de ses activités. C'était une occasion pour Nyenema Mamadou Koulibaly d'annoncer des réformes dans le système judiciaire ivoirien en matière pénale et civile. Cette annonce a été faite au cours d'une conférence de presse suivie pour vous, Pazani Gabriel. La mise en place du tribunal de commerce d'Abidjan, la nomination de juges dans les tribunaux de première instance, des procureurs de la République plus regardants sur les enquêtes préliminaires et sur les règlements de procédure constituent les innovations majeures apportées au système judiciaire. Des résultats satisfaisants à retenir de son bilan fait ce lundi devant la presse nationale et internationale. Mais le garde des Sceaux veut offrir mieux aux Ivoiriens. Il est nécessaire de moderniser la gestion des actes de justice. Ainsi, nous envisageons que les certificats de nationalité et les casiers judiciaires soient obtenus dans les meilleurs délais et que, s'ils soient délivrés, cela quelle que soit la juridiction de leur établissement,
Dans les réformes annoncées par le ministre, les lieux et les conditions de détention des prisonniers devront être désormais plus modernes et plus humains pour éviter les évasions massives constatées l'année dernière. Les actions prioritaires envisagées pour l'univers carcéral concerneront la santé, l'alimentation et l'hygiène dans les établissements pénitentiaires. Il est ainsi prévu que dans chaque prison, la présence des médecins soit assurée à temps partiel selon un calendrier préétabli. Un infirmier devra cependant être disponible à temps plein. Selon le ministre, une justice de célérité, d'équité à visage humain contribuerait à n'en point douter à la réconciliation et la cohésion sociale. Il entend adapter les textes de loi aux réalités des populations dans ce sens. Elles ont décidé de parler désormais d'une seule et même voix pour changer les choses. Les femmes parlementaires de Côte d'Ivoire ont créé une coalition qui a pour objectif de faire la promotion des droits des femmes et assurer l'égalité des sexes en Côte d'Ivoire. Victorine Yaoyoboye. Pour faire de l'égalité des sexes une réalité en Côte d'Ivoire, les femmes députées ont trouvé les ressources nécessaires pour se mettre au-dessus des clivages politiques. Résultat, elles ont décidé à l'issue du séminaire de Grand Bassam de créer une coalition des femmes parlementaires. Son objectif, définir un cadre réglementaire qui valorise les compétences féminines afin de le soumettre au gouvernement. Quand on parle de l'implication de la femme en politique, c'est d'abord les partis politiques, parce que c'est au sein des partis politiques que les femmes doivent se faire valoir et imposer une certaine ligne de conduite à ces partis-là pour les emmener à aider les femmes à se faire entendre dans les différents partis politiques. C'est un cadre que nous allons amener le gouvernement à arrêter pour que, par exemple, quand on dit il faut 30% au niveau des élections, que chaque parti puisse respecter cela. Et si ce n'est pas respecté, qu'il y ait des sanctions. L'autre volet de ce cadre réglementaire concerne l'autonomisation des femmes. Quand vous prenez l'économie de notre nation, plus de 50%, ce sont ces femmes-là qui font cette économie-là. Et donc, le caucus que nous allons créer va nous permettre de faire un lobbying auprès des bailleurs de fonds, auprès du gouvernement, pour que ces femmes-là soient aidées dans leurs activités. Vous voyez la loi qui vient d'être votée au niveau du Code de la famille, où on dit qu'il y a quand même l'égalité au niveau de la gestion de la famille. Mais ça veut dire qu'il faut aider la femme à jouer sa partition à ce niveau-là. Ce cadre réglementaire prend également en compte la prise en charge des femmes victimes de la crise post-électorale. Un comité ad hoc a été mis en place pour travailler sur ces différentes questions. Le projet qui en résultera sera présenté le 10 mai prochain au président de l'Assemblée nationale. On va s'intéresser maintenant au bilan de la régulation des élections couplées régionales et municipales, bilan qui vient d'être fait par la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Ce bilan a été essentiellement consacré à la couverture médiatique de ces élections. On en parle avec Honoré Naingori. Les dirigeants de la Haute Autorité de Communication Audiovisuelle apprécient la stratégie de couverture médiatique des élections couplées municipales et régionales du 21 avril par la radiodiffusion télévision ivoirienne sur le plan qualitatif et quantitatif. Ils se félicitent également du travail effectué par les radios de proximité. Globalement, les radios de proximité se sont très bien comportées, se conformant ainsi aux décisions que la Haute Autorité avait déjà arrêtées bien avant ces élections. Il y a eu également une excellente couverture de la part de la RTI. Le directeur général de la ACA, René Bourgoin, revient sur la mission assignée de cet organe de régulation. Cette mission procède de la loi. La loi impose en effet à la ACA non seulement de garantir l'impartialité des services publics de la communication audiovisuelle, notamment la radiodiffusion sonore et télévisuelle, mais d'en assurer l'impartialité. Au niveau de la RTI 1 et RTI 2, s'agissant des élections municipales, les circonscriptions électorales couvertes par RTI 1 et RTI 2 sont au nombre de 120, soit un taux de couverture de 60,91%. En ce qui concerne les régionales, le nombre de circonscriptions électorales est de 31 et le nombre de circonscriptions couvertes est de 29. Donc, soit un taux de couverture de 93,54%.
La Haute Autorité de Communication Audiovisuelle célébrera ses 2 ans d'existence ce mardi 30 avril. Ouvert lundi à Abidjan, la foire d'Orient va durer jusqu'au 11 mai. La foire aux bonnes affaires se tient donc à l'auditorium de la Kestab au Plateau, placé sous le parrainage du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. La foire d'Orient propose à la population abidjanaise de découvrir tout ce qui se fait de bon et de beau dans les pays d'Orient, que sont le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Syrie et autres. L'électroménager, la maroquinerie, la bijouterie et autres sont ainsi exposés pendant une douzaine de jours à la foire d'Orient qui se tient jusqu'au 11 avril à l'auditorium de la Kestab au Plateau. C'est ici à Abidjan. Hors de la Côte d'Ivoire, les Pays-Bas ont un nouveau roi. Le prince Willem-Alexander vient de succéder à sa mère à l'âge de 46 ans. C'est le 7e souverain des Pays-Bas et 4e roi seulement depuis 1813. La reine Béatrice, sa mère, a signé ce matin même son acte d'abdication et cet événement a été célébré par des millions de Néerlandais à travers donc le pays. Et pour beaucoup, vêtus d'orange ou de bleu et blanc, couleur de l'Argentine, la patrie d'origine de la nouvelle reine Maxima. On revient en Côte d'Ivoire, justement, avec notre reporter Alexis Ouedraogo. Nous allons maintenant parler de la fête du travail, fête qui sera célébrée demain et partout d'ailleurs dans le monde. Nous allons maintenant parler de l'histoire de cette fête. Le 1er mai est depuis 1886 la journée des revendications salariales. C'est à cette date que des syndicats américains avaient appelé près de 400 000 travailleurs à manifester pour l'obtention de la journée des 8 heures. Depuis, la journée marque celle des revendications ouvrières, donnant lieu à des défilés de travailleurs. Depuis 1947, ce jour est donc chômé et payé pour tous les travailleurs, mais pour ceux que le métier oblige à la tâche, le salaire est généralement doublé. Le 1er mai, c'est aussi le symbole d'une ère nouvelle dans la vie et dans la lutte des travailleurs, une ère qui présente chaque année pour les travailleurs de nouvelles décisions, de nouvelles batailles pour la liberté et l'indépendance. Le 1er mai est également le jour du muguet, sans qu'il y ait de lien direct avec la fête des clochettes printanières. Il est souvent offert à ceux qu'on aime. Et justement, à propos de cette fête, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique conformément à l'article 24.2 de la loi numéro 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail. Le mercredi 1er mai 2013, jour de la fête du travail, est déclaré férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est signé Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de votre attention.